coup, nouveau format de vidéo dont j'avais parlé déjà rapidement, les retours de session de campagne et la préparation. Et donc on va commencer par la campagne Le Châtiment du Corbeau de Forbidden Lands. Aujourd'hui on va voir rapidement ce qui a été établi lors de la session 0 et surtout voir ce que je prévois pour les 2 prochaines sessions. Et je prévois donc de proposer des suivis mensuels de cette campagne. Déjà, je demanderai à mes joueurs de évidemment ne pas regarder cette vidéo ni les suivantes. Ça serait quand même dommage, surtout que j'ai déjà une joueuse qui était sur la campagne précédente qui a duré 9 mois. Donc même si on n'était pas allé très loin, elle connaît pas mal de choses, il ne faudrait pas en plus en rajouter. Et vu que la campagne s'était arrêtée net à cause de tensions qu'il y avait autour de la table qu'on n'a pas su régler, j'ai envie de la reprendre. Donc voilà, on passe là-dessus. Sans entrer dans les détails, Forbidden Lands, c'est un jeu médiéval fantastique qui lorgne beaucoup du côté de la dark fantasy et qui axe une grosse partie de sa proposition sur l'exploration. Le jeu se déroule dans la région du Corvan, qui a subi entre guillemets une catastrophe durant des siècles, mais qui commence depuis quelques années à peine à sortir la tête de la brume. Alors, passage rapide sur les personnages, on a Démétriel, un voleur demi-elfe. On a un autre demi-elfe sans d'armes qui lui est colporteur et qui est accompagné de Mâchefer, son chien, et de Broutetou, son âne. On a Lorbe, un gobelin chasseur avec son loup tien chaud. On a Todren, un sorcier nain. Et on a aussi un humain guerrier qui n'a pas de nom parce que le joueur n'était pas là à la session 0. Et là où la campagne Le Châtiment du Corbeau prévoit que les personnages sont originaires du Corvan, mes joueurs ont décidé de commun accord de venir de l'Aulnan, c'est-à-dire de la région qui se trouve au sud. C'est une idée que je trouve extrêmement originale et qui me plaît beaucoup. Par contre, ça apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Les avantages, c'est que déjà ils commencent la campagne ensemble et ils voyagent vers le nord ensemble. Pas besoin de trouver une raison pour rassembler le groupe, ils sont unis par la force des choses. Ensuite, les joueurs vont découvrir le Corvan en même temps que leurs personnages. Donc j'ai pas à réfléchir sur ce qu'ils savent ou non de cette région et j'ai pas non plus à faire de la préparation par rapport à leur historique. Et enfin, l'endroit où ils vont débarquer, c'est un endroit qui va me permettre de poser une ambiance assez dark dès le début. Et du coup, les inconvénients. Je vais vous parler de l'ambiance très dark. Elle est là car la zone dans laquelle ils vont débuter est extrêmement hostile. Elle n'est pas prévue pour être parcourue en début de campagne, donc je vais devoir faire en sorte qu'ils la traversent sans trop s'en prendre plein la gueule. De ce fait, ma première séance va devoir être entre guillemets guidée pour pouvoir sortir de là avant de rentrer dans le monde ouvert. Et ma préparation qu'on va aborder juste après va être surtout portée là-dessus. Et dernier inconvénient, c'est le fait que du coup les personnages ont peu voire pas du tout d'attache. Donc ça va être compliqué du moins au début de leur mettre en place des enjeux personnels et viscéraux avant du moins qu'ils commencent à s'attacher à d'autres personnages qu'ils vont rencontrer. Donc là on va directement se retrouver sur Legend Keeper pour voir le reste de la préparation. Alors que je vous explique, voici donc la région du Corvan. Faites pas attention forcément à toutes les icônes, c'est des choses que j'ai prévues pour bien plus tard dans la campagne. Nous, on va se concentrer sur la région qui est au sud-ouest de la carte. Alors pour passer du sud au nord, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de passer par cette ceinture de fer. Normalement, aucun passage n'est possible. Là, je leur ai laissé la possibilité qu'on puisse faire un voyage à sens unique, c'est-à-dire du sud vers le nord. Et comme on peut le voir par contre, la région ici a une terre un peu rougeâtre, un peu brunie, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des guerres, il y a eu une invasion d'abominations, de démons, donc cette région-là est inoccupée, on n'y retrouve pas les peuples conventionnels on va dire. Et donc voilà, il démarre ici, à la ceinture de fer, et moi je me suis dit que ça serait bien de mettre un village ici. Village ici qui est Grinsos. Grinsos qui est un village totalement adapté pour ce début de campagne. Sans rentrer dans les détails pour l'instant, Grinsos c'est un village d'esclavagistes et qui ont toutes les raisons du monde d'être tolérés par la populace qui vit dans ce coin-là de la région. Et donc le but de cette première séance, ça va être de les faire partir d'ici et de les faire arriver là pour qu'après, ils puissent explorer tout ça. Alors, comment faire? Et là, c'est là où on va passer sur autre chose de Legend Keeper que j'aime beaucoup, les tableaux. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai préparé pour la prochaine session. Alors, j'ai déjà tourné cette vidéo une fois,
où j'avais rien préparé. Je voulais enregistrer la vidéo en même temps que faire la préparation. C'était fouillis, c'était lent, c'était chiant. Du coup, au moment du montage, je m'en suis rendu compte, j'ai tout viré. Et je me suis dit, je vais préparer ça en off et je vais vous le présenter. Donc ici, première étape de l'aventure, on a la ceinture de fer. Et on va devoir aller jusqu'à Grinsos. Et je me dis, on peut soit aller tout droit, soit je vais essayer, entre guillemets, de prévoir ce que les joueurs vont faire avant d'arriver à Grinsos. Ou au moins déjà, juste après, descendu de la ceinture de fer. La ceinture de fer, c'est un truc un peu particulier. Elle est gardée par ce qu'on appelle les frères du silence. Les frères du silence sont des gens qui ne parlent pas. Pour symboliser ça, j'ai prévu que certains avaient les oreilles brûlées au fondu. On peut voir la gueule ici, rapidement. Voilà, des frères du silence. J'imagine tous, principalement des hommes musclés en armure chauve, qui ont vraiment pas l'air commodes. Voilà, ça c'est mes frères du silence. Avant de démarrer la campagne, je précise que, évidemment, d'entrée, qu'ils ont une vue magnifique d'en haut, pour faire contraste rapidement avec ce qui va venir par la suite. Pour descendre du mur, j'ai prévu de leur mettre un ascenseur en faisant une petite scène où, lorsqu'ils sont en train de descendre, ils voient quelqu'un se rapprocher du mur venant du nord et se faire abattre, si je puis dire, par des dizaines de carreaux venant des gardes postés sur l'ascenseur et de ceux qui sont en haut du mur. Déjà, ça met une petite ambiance. Et une fois arrivé en bas, alors que aucun des frères du silence n'a parlé depuis qu'ils sont ici, donc ça peut faire plusieurs heures, ça on le déterminera, l'un d'eux se met à parler pour dire « Si vous êtes encore au pied du mur au lever du soleil, vous serez exécuté ». Donc on comprend mieux le voyage sans retour et que ça va être difficile du coup de revenir vers le sud. Et ceux qui n'ont pas compris, ils le comprennent à l'instant T. Seconde scène, description rapide de l'endroit où ils arrivent, des cadavres, des arbres morts, la terre brunie, soit par le sang, soit par autre chose, on ne sait pas. Enfin, moi je le sais, eux ne le savent pas. Et du coup, oui, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, d'après ce que vient de dire le frère du silence, ils descendent à la nuit tombée. Ils ont des torches, c'est pour ça que je me permets de les faire descendre à la nuit tombée. Ils ne seront pas perdus, et surtout, je compte bien leur faire une jolie pleine lune, comme on peut voir sur l'image. Et là, j'ai prévu donc 3 embranchements. La première, que j'ai préparée surtout dans ma tête, là j'ai pas grand chose, c'est l'auberge au dernier godet. L'auberge au dernier godet qu'on avait vu que j'ai mis ici. L'auberge au dernier godet, déjà le nom est un peu évocateur. Elle est tenue par 3 personnes. Merbor l'aubergiste qui fait tout le temps la gueule et qui le justifie par le fait d'être coincé ici. Apolline sa femme et Antonin leur fils. Je mets des guillemets pour leur fils parce que je leur ai prévu un petit historique. Pour moi, ils ont, les habitants du Corvan ont pu se remettre à voyager, essayé de partir vers le sud, avec un groupe plus grand. La plupart du groupe s'est fait abattre, sauf eux qui ont réussi à s'enfuir, on va dire qu'ils ont perdu leur fils et qu'ils ont recueilli cet Antonin et qui ont trouvé comme seul refuge un espèce de bâtiment qu'ils ont décidé plus ou moins volontairement de convertir en auberge parce que refaire le chemin en sens inverse, c'était compliqué. On va dire qu'ils ont eu des pertes en descendant, donc ils se sont dit ça sert à rien de remonter, autant s'installer ici et voir ce qui se passe. Et vous allez voir, ils ont pu établir un petit business, on va dire. Et de l'auberge au dernier godet, je passe directement à la scène où les prisonniers seraient prisonniers des Furtordos. Les Furtordos, qu'est-ce que c'est? Ce sont les esclavagistes qui sont à Grinsos, qui chassent les gens pour les ramener et les vendre. Là, c'est vraiment la ligne droite. Après, on verra comment on peut regrouper là-dessus, sachant que moi, prisonnier des Furtordos, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ils pourraient se réveiller emprisonnés dans les cages? Disons qu'à l'auberge, naturellement, ils se sont fait empoisonner. Une auberge un peu particulière par contre, dans laquelle je ne mets pas de menu avec de la viande pour plusieurs raisons. Déjà, je sais que dès qu'on met de la viande dans une auberge avec des PNJ, dans un endroit comme ça, je sais pas pourquoi ils se doutent tout le temps que ça soit de l'humain. Donc j'ai préféré pas en mettre parce que effectivement dans la zone dans laquelle ils sont, le seul gibier qu'il y a c'est peut-être des charognards. Donc manger de la viande de charognard c'est peut-être pas la meilleure chose, et si effectivement je devais mettre des menus à base de viande, ça serait probablement
de l'humain vu le contexte. Et le fait est qu'un de mes joueurs connaît, enfin un de mes personnages joueurs connaît le goût de la viande humaine, donc j'ai laissé tomber cette possibilité. J'ai donc dit que les menus seraient entièrement à base de légumes. Je me dis que malgré la terre, on peut essayer de cultiver 2-3 choses. Ça, plus de la bière, ce genre de choses. Et donc, si les PJ goûtent au bouillon, à la bière ou à quoi que ce soit, ils se rendent compte que ça tabasse et leur vue se brouille, ils tombent, et s'il y en a qui essayent de résister, ils se font allumer soit par l'aubergiste, soit par le peu de clients qu'il y avait dans l'auberge qui sont de mèche. Et donc ils vont se retrouver emprisonnés par les Furters d'os. Les Furters d'os n'ont pas pris que les personnages joueurs en tant que prisonniers. Il y en aura d'autres dans le convoi. Il y a un convoi d'une quinzaine ou de vingtaine de personnes avec peut-être une petite dizaine, quinzaine de gens dans des cages. Donc ils se réveillent dans les cages, pas entièrement nus mais presque, ils n'ont quasiment plus d'affaires. Ils sont groggy. Ils pourront un peu discuter avec certains, mais le fait est qu'agir sera très compliqué. Et c'est là où j'aime pas trop parce que c'est un peu guidé, enfin c'est très très guidé du coup, mais en même temps, ça va leur permettre de faire tout ce voyage sans embûches, je vais vous expliquer pourquoi après, et de leur faire découvrir 2-3 aspects du monde. Le premier, c'est que le convoi passe sur des territoires d'abomination. Des abominations sont des humains qui ont muté pour X ou Y raison, et le convoi ne se fait pas attaquer. Du coup là, on peut s'imaginer qu'il va y avoir un passe-droit sur ce territoire. Ensuite, peut-être que les Furters d'os, avant d'aller à Grinsos, vont vendre d'autres esclaves à d'autres peuples. Moi, ce que je voulais faire, c'est qu'ici, dans la forêt, faire un petit détour, et ici, vendre des nains qu'il y a dans le convoi déjà emprisonnés à des orques, et mettre en place une petite scène où les orques sont réduits en esclavage, où ils sont forcés de miner. Mais il y a un petit truc particulier parce que j'imagine des marteaux runiques qui, lorsqu'ils frappent la pierre, au lieu de la briser, ils la créent. Et c'est comme ça que les nains bâtissent leur montagne, leur cité, en tapant avec des marteaux magiques. Ça leur permet de créer de la pierre. C'est une idée que j'aime bien et que je vais mettre en place dès le début pour montrer toute l'envergure de ce monde. Ça, après, je pense, c'est réfléchir encore à d'autres choses, mais passons. Ensuite, il y a l'arrivée à Grinsos. J'aimerais les faire arriver en pleine nuit pour une raison, c'est que les portes de Grinsos sont ouvertes que de jour. Du coup, les Furters sont obligés de camper devant, et ça va amener plusieurs choses. Déjà, ils pourront être contactés par une druide qui leur demandera de l'aide, ça j'y reviendrai plus tard, et aussi en pleine nuit dans le silence, ils vont entendre pas mal de choses. Si je peux vous montrer à quoi ressemble Grinsos, la gueule de la ville, hop, on va y aller, voilà, Grinsos c'est ça. Ça j'imagine bien en tant que justement campement provisoire des Furters, avec ces bâtisses qui tombent en ruine, et d'entendre tous les cris, les plaintes de désespoir venant de ceux qui sont emprisonnés ici, sachant que les prisonniers sont ici, ils sont un peu partout, mais ils sont surtout là. Et surtout, ici, il y a ce qu'on appelle le moulin dans lequel sont broyés certains prisonniers. Et c'est là aussi que certains boulangers de la ville viennent se servent du moulin pour faire le pain, et ce qui donne à ce pain un teint rouge et qui est appelé pain de sang. Je trouve que c'est une bonne idée, et j'imagine bien les Furters se plaindre eux-mêmes que certains utilisent le moulin en pleine nuit. Ça va mettre une petite ambiance qui, j'espère, donnera le ton à la suite. Une fois le soleil levé, arrivé à Grinsos, où on va avoir déjà un premier contact avec les frères du Rouillé, qui sont le groupe d'antagonistes principal de cette campagne, et où je vais avoir plusieurs événements dans la ville elle-même. Dans la ville, pour faire court, il y a entre guillemets 3 factions. Il y a les Furters d'os, les esclavagistes, il y a la guilde des voleurs, les deux sont en tension perpétuelle, et il y a la milice qui calme le tout. Kratulos, c'est le chef de la milice. Il prend un peu ses aises dans la cité. Première scène que j'aimerais mettre en place,
c'est que quand ils voient que sur les chariots, il y a un nécessaire de cuisine et des instruments, ils demandent à qui ils sont. J'ai le demi-elfe qui est un cuisinier, le colporteur, et j'ai le sorcier qui fait ses sorts à base d'instruments. Il a besoin d'utiliser des instruments. Et Kratulos se dit, il en a marre d'entendre les gens se plaindre continuellement toute la journée. Il en a marre de bouffer du pain de sang. Eh bien, écoute, il va demander aux nouveaux prisonniers, qui ne sont pas vraiment en mesure de refuser, de venir lui cuisiner des repas et de venir lui chanter une chanson. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que deux de mes personnages se retrouveront dans la maison du chef du village. Bien sûr, il n'y aura pas que lui, il y aura des gardes. Mais un de mes personnages aura un couteau dans les mains et l'autre personnage aura un instrument qui lui permet de faire de la magie. Ça va ouvrir des scènes. Là, je ne prévois rien parce que là, je vais me laisser guider par l'improvisation. Soit il décide d'être docile, soit il décide de se rebeller. Et là, après, je verrai bien comment ça se passe. Autre chose aussi, une fois que la séparation est faite, pour ne pas laisser l'autre groupe sur le carreau, il y a la plume blanche qui arrive à les contacter. C'est une druide qui cherche à sauver un de ses amis qui est emprisonné dans Grinsos. Donc soit elle les a contactés avant, et dans ce cas-là, elle cherche le nouveau prisonnier et elle peut discuter avec lui, soit elle les contacte dès maintenant. Ensuite, il y a un meurtre que je n'ai pas détaillé, mais comme je l'ai dit, il y a des tensions entre la guilde des voleurs et les esclavagistes, et il y en a un d'un camp qui va tuer un de l'autre camp. Ça va faire des tensions. Kratulos va vouloir faire un exemple, ou alors va vouloir étouffer l'affaire. Ça va se faire en même temps que les autres sont dans la cuisine, enfin sont chez lui, donc ils vont assister à toute la scène. Ils vont pouvoir un peu se mettre dans l'ambiance. Et en plus de ça, j'imagine bien Kratulos sortir en trombe pour aller régler cette histoire, laissant mes deux PJ avec un ou deux gardes, s'imaginant pas leur capacité. Parce que même ils arriveront, ils seront épuisés, affamés, tout ça, je me dis qu'ils seront quand même en capacité. Et quelque chose que j'aime beaucoup, donc, c'est la vente aux enchères. Comme j'ai dit, ici, il y a de la vente d'esclaves. Et j'imagine bien un gros mec énorme, mais vraiment très gras, très libidineux, très sale, être intéressé par Démétriel, le demi-elfe, jusqu'au point de vouloir l'acheter. Je mets en place la scène et je ne prévois rien d'autre. Peut-être si un petit twist où il y a la druide en volant empêche l'enchère d'une façon ou d'une autre, j'imagine le gros lard, jeter sa bourse de pièces et l'oiseau récupérer le paiement en vol. Si jamais je vois que les autres PJ n'interviennent pas, c'est ce que je mettrai en place parce que sinon ça risque d'être compliqué à gérer. Bon, ça c'est une fois Grinsos, de toute façon ça j'estime que ce sera la fin de séance. La fin de séance se passera à Grinsos. Et après mon but ça sera, une fois que Grinsos sera réglé, qu'ils soient guidés sûrement par la druide qui leur demande de l'aide, vers le fossé. Les fossés c'est un village beaucoup plus accueillant que Grinsos, avec évidemment ses tensions, ses intrigues comme dans tous les autres villages, mais son emplacement que j'ai mis ici, oui d'ailleurs que j'ai mis ici parce que dans la campagne, aucun lieu n'est placé géographiquement. Simplement, il préconise que si c'est un village de le mettre sur la carte, sur un emplacement où il y a un village, ce genre de choses, mais rien de plus. Donc, prochaine étape sur laquelle je les guiderai, c'est d'aller vers les fossés. Et là, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont qu'à de se perdre. Il suffira que la druide leur dise « Vous suivez le cours du fleuve jusqu'à arriver au village ». C'est à plusieurs jours de marche, mais ils y arriveront. Et ce qui est bien, c'est qu'entre-temps, ils passeront dans une forêt, dans un marécage, devant un village ou une tour qu'ils pourront ou pas explorer. Je préparais quelque chose au cas où ils voudront y aller, pour au final arriver sur des collines et au village des fossés. Et à partir du village des fossés, j'ai plein de pistes pour les emmener ailleurs. Le but de la campagne étant qu'ils retrouvent 4 ou 5 artefacts qui leur permettront de rallier plusieurs factions présentes dans la région pour se soulever contre les antagonistes principaux qui se trouvent ici. Mais ça, on en est loin. Sur mes 9 mois de ma campagne précédente,
Ils avaient vu que 3 ou 4 villes, surtout là ils sont pas toutes, il y en a une petite douzaine. Et ils avaient rencontré que 3 personnages principaux sur les 11 et ils en avaient tué un. Donc on a le temps, là je vais quand même essayer d'un peu booster le truc. Donc revenons sur ma session. Parce que voilà, je vais quand même prévoir d'autres alternatives. Imaginons, ils voient l'auberge. Ils savent qu'il y a toujours des trucs avec les auberges, toujours dans des endroits comme ça, ils décident, ok, on n'y va pas. Je remets en place une embuscade. Soit une embuscade, une fille pleure au milieu d'une zone de combat où il y a beaucoup de cadavres. Si un PJ va vouloir la réconforter, la petite fille leur met un couteau sous la gorge. Elle fait partie bien évidemment des furteurs d'os. Et au moment où ça se passe, les cadavres se relèvent. Ou alors, si je vois qu'ils sont un peu trop méfiants, je leur mets directement une embuscade et un combat. Je leur ai mis un combat perdu d'avance, entre guillemets. Encore une fois, le côté guidé nécessaire à cette session. Mais par contre, pour ceux qui connaissent ce système, pas de blessure critique. Et d'ailleurs, ils s'en rendent compte pendant le combat qu'ils tapent surtout pour rassommer et pas pour trancher. Du fait que les esclaves entiers et vivants, ça rapporte plus. Sinon, au lieu de les faire partir sur une embuscade de furteurs d'os, je verrai sur le moment, je leur mettrai peut-être une abomination sur le chemin. Les abominations, c'est des humains mélangés avec des démons qui ont des excroissances, ce genre de choses. Qui est un combat qui serait un premier combat très dur, très difficile. Et encore une fois, soit ils décident de le combattre, et dans ce cas-là, il tombe, et là, il faudra que je trouve un petit twist pour le fait que pourquoi cette chose-là ne les ait pas tués. Ou alors, avant que je les vois trop tomber, ou s'ils fuient, j'envoie les furteurs d'os en tant que sauveur. Et pourquoi en tant que sauveur? C'est que ça me permettrait de faire une scène où tous, après le combat, se retrouvent autour d'un feu de camp, trinquent, boivent, et là, boum, blackout. Et ce que je trouverais pertinent un peu dans cette scène, c'est que il n'y aurait pas d'empoisonnement, il n'y aurait pas de bouteilles différentes suivant les groupes. C'est que je ferais boire d'abord les furteurs dans les mêmes bouteilles que les PJ, et du coup, les furteurs seraient assommés en même temps que les PJ. Au moment où les PJ se réveillent dans les cages des prisonniers, ils voient en même temps les autres sur des charrettes sur le côté, en train de se réveiller un peu groggy dans le même état qu'eux, mais en ricanant en voyant que leur plan avait marché. Après, il faut aussi prévoir qu'est-ce que des gens font là. J'ai déjà expliqué que l'auberge, qu'est-ce qu'ils foutaient là, mais qu'est-ce que d'autres furteurs d'os, enfin, qu'est-ce que d'autres humains, parce que les furteurs d'os sont en majorité humains, feraient dans cet endroit-là du Corvan? Et bien simplement, ils pourraient dire au PJ que eux essaient d'aller vers le sud, et si les PJ leur disent que c'est pas possible, qu'ils risquent de se faire tuer, et bien ils décident tous de camper ensemble parce que je rappelle que là ça sera encore la nuit, donc ils décident tous de camper ensemble pour passer la nuit, pour les remercier de leur information, et peut-être, pourquoi pas, d'imaginer faire le chemin du lendemain ensemble, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ils se feront bananer par les furteurs et se retrouveront emprisonnés. Bon, ça c'est un des schémas idéaux pour moi parce que j'ai vraiment envie de cette scène où ils sont emprisonnés avec les furteurs d'os pour pouvoir les faire passer tranquillement. Si jamais ça ne marche pas pour X ou Y raison, j'ai mon plan B qui est un plan que j'aime beaucoup. Mon plan B, c'est Zig. Zig, c'est un gobelin. Zig, pendant cette campagne, je pense que ça va être mon personnage. Ça va être le personnage dont je vais me servir. Je le joue d'une manière à ce qu'il soit quand même assez attachant. Il est insupportable, mais il est attachant parce que, comme beaucoup de gobelins, je le joue comme un enfant. Un enfant qui fait des bêtises, qui ne se rend pas compte du mal, du bien, qui vole, mais qui n'est pas foncièrement mauvais, très loin de là. Et qui a aussi, Zig, beaucoup d'empathie. Et pour ceux qui ont la ref, Zig, il aura des yeux jaunes de chat. Donc ceux qui ont la ref savent de qui il descend. Et ça va être extrêmement utile. Du coup, Zig, je peux le mettre sur leur chemin de plein de façons différentes. Soit ils esquivent l'auberge. Ils gagnent leur combat contre les furteurs d'os, et bien ils tombent sur Zig en train d'essayer un peu de fouiller, de manger un cadavre, et Zig leur fait « Eh bonjour !» Et juste le « Eh bonjour !» voir le petit gobelin courir vers eux, ils l'enverront pas chier. Je le sais, je sais comment ça se passe avec ce genre de gobelin, et même s'ils les envoient chier, il va les suivre, et forcément ils vont s'attacher.
Et surtout que Zig, il a un avantage, c'est que lui, il connaît la zone. Même s'il dira pas pourquoi, je pourrais influencer le fait qu'il traîne avec Furtordos ou alors qu'il le tolère, etc. Mais de lui-même, il pourra les emmener à Grinsos. Il pourra dire « Oui, moi je connais une ville au nord, je peux vous y amener !» Et il va les emmener à Grinsos. Et le fait est que c'est une possibilité que mes PJ rentrent à Grinsos en tant que groupe libre. Ça, c'est totalement possible. S'ils viennent pour dire ils veulent faire du commerce ou je ne sais pas quoi, ils seront totalement aptes à rentrer. Mais sur le voyage, je vais rajouter donc la plume blanche. Ce que je disais, c'est la druide qui aimerait libérer son ami. Et qui donc voit que les joueurs avec Zig se rapprochent de Grinsos et va les contacter pour leur expliquer que elle aimerait que les PJ libèrent son ami parce qu'elle n'est pas en mesure de rentrer. Et du coup là, plusieurs choix s'emmènent à eux. Soit ils vont à Grinsos en nombre libre et essayent de prendre contact avec cette personne-là, voire même de l'acheter. Ils pourraient l'acheter. Ou alors, le plan, c'est pour ça que j'ai mis une flèche ici, ils décident de se faire capturer. C'est-à-dire pas de combat, juste ils se font capturer, ils sont pas de Grinsos, ils savent qu'ils vont arriver à Grinsos, ils seront en pleine forme. Ils se font capturer et par contre, la même scène avec le campement en pleine nuit et après l'arrivée à Grinsos. Donc voilà comment j'aimerais que se déroule ma première session. On se retrouve de suite, face caméra. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt content de cette préparation, des idées que j'ai eues pour traverser cette zone. Si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas, je suis preneur à 100%. Je conseille bien évidemment grandement Legend Keeper pour la préparation des campagnes. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire dessus, c'est super utile pour la préparation et en même temps pendant la partie. Si jamais soit vous menez à distance à travers un ordinateur ou si alors vous menez sur table mais avec un ordinateur comme moi je fais. Du coup, comme je vous ai dit, je ferai ça mensuellement. Entre chaque vidéo, il y aura eu 2 sessions. De Forbidden Lands en tout cas. Après sur Patient 13, je pense que je ferai un épisode par session vu que les sessions sont un peu plus éloignées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, des idées ou quoi que ce soit, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez également au Discord en description si jamais vous voulez échanger en direct avec moi. C'était Cyril, tchuss!